Salut, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du petit jeu d'énigmes Color Link, qui est un jeu que j'ai réalisé il y a seulement quelques semaines, toujours sur l'outil en ligne Puzzle Script. Et cette vidéo va avoir une introduction un petit peu différente des vidéos précédentes, parce que j'avais envie de montrer l'envers du décor, de montrer un petit peu le code source sur l'outil Puzzle Script. Non pas tant pour faire un tutoriel de l'outil, même si ça peut être une petite introduction, sachant que j'ai fait des vidéos il y a longtemps qui permettent des vidéos tutoriels et d'explication des fonctionnalités de base de l'outil. Mais le but de cette vidéo n'est pas du tout de présenter l'outil, mais juste de partager la philosophie de création spécifiquement de ce jeu-là, comparé à d'autres créations que j'ai pu faire dans le passé. Parce que plus j'avance dans mon exploration personnelle du game design orienté jeu d'énigmes, plus je découvre quelque chose qui est assez magique et assez passionnant, qui est la notion de simplicité euh, et, euh, et d'élégance, quelque part. Comme si faire un jeu élégant était corrélé à la notion de simplicité. Et c'est tout un sujet, il y a beaucoup de choses à dire autour de la notion de simplicité, complexité, etc. etc. Pour faire simple, du coup, c'est le cas de le dire, je m'aperçois que la simplicité est grandement liée à la taille du projet, à son scope, et surtout au nombre d'atomes qui vont permettre de créer les molécules et l'arborescence du projet. Quand je parle d'atomes, dans le cas de jeux d'énigmes, on va surtout parler des règles qui définissent le projet. Par exemple, si je compare le jeu de dames et le jeu d'échecs, le jeu de dames va avoir moins de règles que le jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, on va avoir plusieurs types de pièces différentes. On va avoir le fou qui peut se déplacer seulement horizontalement et verticalement avec un nombre de déplacements de cases illimité, enfin limité à la section du plateau. Le fou, lui, il peut se déplacer en diagonale, le cavalier va se déplacer en L, le pion ne peut que se déplacer d'une case en avant ou de deux au premier coup et peut manger d'autres pions en diagonale. Alors que le jeu de dames, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus contraint. Un peu pareil pour le jeu de Go, il y a très très peu de règles, il y a juste deux trois règles à connaître. Par contre, toute l'émergence de l'infini des possibles et des stratégies infiniment complexes découle de ces règles très atomiques. Et c'est intéressant parce que il n'y a pas un jeu qui est plus intéressant que l'autre, sachant que ils font partie de la même famille de jeux. C'est des jeux qui ont traversé les âges. Pour une bonne raison, c'est que c'est des jeux qui sont extrêmement riches et qui ont encore un potentiel de jouabilité et de découverte, encore aujourd'hui. Euh, mais il y a quelque chose de peut-être plus élégant dans le jeu de Go que dans le jeu d'échecs, puisqu'il y a un potentiel d'émergence titanesque alors qu'il y a moins de règles. Et je dis pas que le jeu de Go est meilleur que les échecs, c'est juste une intention différente, ça amène à autre chose. Et dans la création de jeux d'énigmes, il y a quelque chose d'assez similaire. Donc, en exemple, on a ici l'éditeur
Puzzle Script avec mon code source pour le jeu que je m'apprête à présenter. C'est un jeu où on a un petit bonhomme qui se déplace case par case, puisqu'on est dans une variante de jeu de type Sokoban. On a un petit bonhomme qui peut pousser des caisses, et si le joueur pousse la caisse sur le petit carré noir, alors le niveau est terminé et on peut passer au niveau suivant. Et ici, dans le code source, donc on a les premiers tiles dessinés ici directement en code. Par exemple, ça c'est le joueur. On peut reconnaître presque le dessin du joueur ici codé à la main, avec du noir, de l'orange, des couleurs de base, et puis le code qui définit la taille du sprite qui fait 5 par 5 pixels de large. Ici, on a le code pour la caisse bleue, la caisse orange, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer la section Rules. Il fait tout ça, d'accord, qui est quand même pas mal de lignes de code. Après, on a le code pour chaque niveau, donc je peux switcher d'un niveau à un autre très facilement. Mais ce qui m'intéresse ici, ce code-là, c'est du visuel. Ce code-là, c'est aussi du visuel et du son. Donc en fait, le code qui est vraiment lié à la section gameplay, donc qui est vraiment lié à la section règles du jeu, c'est ça. C'est une quinzaine de lignes de code, grand max, voire même une dizaine, puisqu'en fait, le code qui est vraiment utile, c'est celui qui est situé entre le start loop et le end loop. Parce qu'en fait, spécifiquement pour ce jeu qui est basé sur une idée de récursion, il y a un élément récursif qu'on va voir dans l'analyse de jeu. Donc en fait, l'ensemble des mécaniques clés, cœur du jeu se situe ici. Donc il y a vraiment une dizaine de règles très simples, pas plus, qui vont permettre des propriétés émergentes et j'espère riches, avec très peu de règles de base. Donc c'est vraiment des petits atomes qui vont permettre de créer des molécules, qui permettent elles aussi de créer des cellules. Voilà, si je prends une métaphore issue du vivant et de la biologie, c'est vraiment cette idée d'avoir très peu d'éléments de base qui vont permettre l'émergence. Et si je prends un jeu comme... alors celui-là s'appelle Dark Souls Go dans sa version de travail, mais c'est le jeu Respawn Souls, où j'en ai fait une autre analyse dans les vidéos contenues dans la playlist que vous regardez. Donc pareil, on peut switcher de niveau en niveau. Et si je regarde le code ici, situé dans les règles, c'est assez titanesque. Il y a beaucoup plus de règles. C'est... il y a des centaines de lignes de code. Après, elles sont notamment décuplées parce qu'il y a beaucoup de sections avec des animations où j'ai dû dessiner chaque sprite, chaque frame séparé. Et donc, il faut que je crée des lignes de code pour chaque animation, puisqu'il y a un côté real-time. Là, il y a l'animation de la torche qui va avoir peut-être 5 lignes de code pour signifier qu'il y a une animation qui tourne en boucle. Donc en fait, ces 5 lignes de code peuvent être compressées en une, d'un point de vue purement logique, gameplay. Mais quand même, c'est beaucoup plus conséquent parce qu'il y a toute la logique autour du héros, des squelettes, des arbalètes, du levier, des portes, etc., etc. Donc il y a plus de situations hard codées à la main qui mènent à un autre type de jeu qui est plus contextuel, en lien avec un univers, alors que le jeu que je m'apprête à vous montrer a un aspect beaucoup plus théorique, mathématique, minimaliste. Et, et vraiment, cette philosophie, j'ai voulu revenir un petit peu aux premiers essais de game design que j'avais fait lorsque je débutais dans cette exploration, à savoir aller vers un aspect, on va dire, presque utiliser des symboles et des concepts un peu clés minimalistes qui ne soient pas corrélés à un univers. Il n'y a pas besoin d'expliquer comment se comporte un squelette, il n'y a pas besoin d'expliquer comment se comporte un zombie, il n'y a pas besoin d'expliquer quel est le lien spécifique entre un levier et une porte.
tel que c'est le cas dans Respawn Souls. Ici, mon but, c'est juste de revenir à un aspect très abstrait, très simple, très épuré, très simple, très minimaliste, et a priori élégant. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce petit jeu. Et mon intention dans la création de ce petit jeu, c'était moins tant d'explorer moi-même ce qu'il est possible de faire en game design, parce que j'ai la sensation que je commence à avoir de l'expérience et avoir appris pas mal de choses. Et je voulais faire un peu un cas d'école un peu scolaire, un peu simple, un peu bon élève, pour vraiment montrer de manière théorique ce qu'il est capable de faire avec cette philosophie de création. Voilà, donc désolé si l'intro était un petit peu longue, mais j'avais vraiment envie de partager mes intentions par rapport à ce jeu-là. Et j'espère que c'est des notions qui peuvent vous inspirer dans votre exploration personnelle du médium, que ce soit des jeux d'énigmes, des jeux autres ou tout type d'art, que ce soit du dessin, de la sculpture, de la danse, peu importe. Ok, eh ben on peut commencer. On a 16 niveaux. On a notre petit bonhomme que l'on peut faire se déplacer case par case. On peut pousser, pardon, les cases bleues. On peut appuyer sur Z pour annuler l'action en cours. On peut aussi appuyer sur R pour restart le niveau. Pardon. Dans ce jeu-là, spécifiquement, il n'y a pas besoin de la touche d'action. Donc c'est juste, je voulais reprendre vraiment ce qui fait la base des jeux de type Sokoban. Sokoban était un jeu japonais des années 70 où on fait juste que pousser des caisses. Et c'est marrant parce que quand je discute de jeux d'énigmes avec des amis qui sont un peu moins, qui sont aussi dans le jeu vidéo, mais moins intéressés par les jeux d'énigmes, ils voient souvent les jeux d'énigmes comme ah, c'est bon, on a vu ça 1000 fois, des jeux où on pousse des caisses, on peut aller plus loin. Et je pense qu'on a encore moyen de faire des jeux extrêmement riches, intéressants, où le core gameplay, c'est pousser des caisses. Mais ici, c'est un jeu où on pousse des caisses avec un léger twist qui, je trouve, amène beaucoup de richesse. Donc le premier niveau est très simple, il suffit de positionner la caisse bleue sur le petit carré noir et on finit le niveau. Et j'avais fait exprès d'avoir un jeu en lecture de gauche vers la droite, puisqu'en Occident, on lit des textes ou des bandes dessinées de la gauche vers la droite. Donc c'était naturel d'avoir l'objectif à droite et le point de départ du héros à gauche avec l'élément d'interaction au milieu. Ok. Ici, on retrouve du coup un petit peu la même structure. Donc c'est une évolution de ce niveau. Donc le héros à gauche, la caisse au milieu et l'objectif à droite. Puis on a une autre caisse qui a la même forme. Donc il y a une forme de consistante. Là, il y a une forme de consistance formelle, mais avec une variante colorée. Donc là, normalement, le joueur, intuitivement, se dit, bah tiens, je peux aussi pousser la caisse orange pour la positionner en bas. Un autre joueur aurait pu aussi tout à fait se dire, tiens, je vois le piège, et c'est la caisse bleue qu'on va venir positionner ici. Et intuitivement, vu qu'il y a peu d'éléments et que le setup du niveau est extrêmement simple, et qu'on est ici dans un niveau d'apprentissage, et on est encore dans une phase où le joueur apprend à marcher, naturellement, le joueur pourrait avoir l'intuition qu'il faut positionner également la seconde caisse sur un des deux carrés noirs. Et effectivement, c'est le cas. On a une validation de l'intuition. Et j'ai fait en sorte que les carrés ici soient noirs. Noir qui n'est pas... c'est juste une valeur, c'est pas coloré. J'ai choisi le noir parce que du coup il contraste avec le clair des murs, donc il sera lisible dans n'importe quelle situation. Et vu qu'il n'a pas de couleur, ça permet d'intuitivement indiquer aux joueurs de manière non verbale que du moment que l'on positionne n'importe quelle caisse de n'importe quelle couleur
dessus, alors ça permet de résoudre l'énigme. Donc il y a pas il y a pas besoin de positionner la caisse bleue sur un carré bleu ou etc. Du coup, ça laisse de la liberté au joueur, mais aussi ça va lui permettre de se tromper et d'offrir du choix dans la stratégie pour la résolution d'énigmes futures. Ok, ça fait beaucoup d'informations, je sais que les niveaux sont très simples, et que je prends beaucoup de temps à expliquer des choses qui sont élémentaires, mais ça me paraît vraiment important parce qu'en fait, dès les premiers tableaux, dès les premiers instants, dès les premières interactions avec un jeu, il se passe beaucoup de choses dans l'inconscient du joueur, et, c'est vraiment important que j'arrive à enseigner les mécaniques fondamentales aussi bien à un joueur qui a l'habitude d'un jeu d'énigmes, et dans quel cas je lui montre très vite quel est l'objectif. Ah, l'objectif il est clair, il est simple, c'est positionner les caisses sur les carrés. Point. Du coup, un joueur qui a l'habitude de jouer à des jeux d'énigmes, il va se sentir entre de bonnes mains. Ça va rapidement à l'objectif et on peut rapidement passer au niveau intéressant pour entrer rapidement dans le cœur du sujet. Et un joueur qui n'a pas l'habitude ni de jouer à des jeux d'énigmes, ni à jouer à des jeux courts, il est entre guillemets aussi entre de bonnes mains parce qu'il n'a pas trop la possibilité de se tromper. Il y a peu de charge mentale. Il y a juste action, réaction, objectif, et c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses complexes, et du coup, il a l'impression d'apprendre pas à pas les mécaniques de base sans avoir peur de se tromper et sans surcharge cognitive, en fait. Donc voilà, les niveaux sont très simples, sont très lisibles, mais il se passe déjà beaucoup de choses à un niveau subtil dès les premiers niveaux. Et c'est hyper important euh, de, euh, de prendre par la main le joueur au début pour qu'on soit sûr à 100% qu'il comprenne le vocabulaire de base de la grammaire de ce jeu spécifique. Parce que si il comprend à 95%, mais pas tout, sauf si c'est le but du jeu de jouer sur cette notion de lisibilité et compréhension des règles, bah c'est très important qu'il comprenne les fondamentaux, quitte à avoir ensuite des surprises et des niveaux qui vont lui forcer plus tard à réenvisager ce qu'il a appris. Mais il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de confusion dans la lecture des règles, il n'y a pas de confusion dans la lisibilité du niveau. Pour moi, une bonne énigme, c'est le joueur a tous les éléments propices à la réussite de l'énigme sous les yeux. C'est pour ça que les jeux d'énigmes sont souvent dans des panneaux où tout est contenu dans le, dans, dans le niveau. Il n'y a pas d'éléments cachés, il n'y a pas de... Voilà. Euh, et le moment de satisfaction et de réalisation, le haha moment, arrive où, après avoir passé un moment, on se dit, tiens, c'est bizarre, le niveau semble impossible, pourtant, je sais que le designer m'a mis tous les éléments propices à la réalisation sous les yeux. Je vais prendre le temps de réfléchir et de comprendre ce qui se passe avec les atomes qui nous sont mis à disposition. Ok. Dans ce troisième niveau, on a une sorte d'inversion, on a toujours une sorte de lecture horizontale. Donc on a par exemple cette zone-là où le joueur peut se déplacer, et on a cette zone-là qui est séparée par un mur, qui est donc la zone du bas est inaccessible. Mais on a toujours cette espèce de prolongation de niveau en lecture horizontale, sauf que cette fois-ci, je communique un peu inconsciemment au joueur, tiens, il y a un truc qui est inversé. Cette fois-ci, on part de la droite, et tu vas pousser la caisse jusqu'à gauche, et pourtant, tu as fait ce que je t'ai demandé, tu as positionné la caisse bleue sur sa sortie, et le niveau n'est pas terminé. Pourtant, il y a une forme de validation où la caisse bleue va apparaître en bleu clair, avec un petit bruit de validation. Donc, c'est une manière de te montrer que ton action a une réaction simple qui est euh, euh,
un peu comme si on appuyait sur un bouton sur un téléphone, va y avoir un highlight de la caisse pour dire c'est la bonne, ton intention est bonne, elle est juste incomplète, keep going. Donc ça ne marche pas, et en fait, là, on a un nouvel élément qui est introduit au joueur, qui est cette petite pastille bleue, qui est sous forme de plus. Et on se dit, tiens, c'est marrant, parce que quand je déplace ma caisse, la pastille se déplace en même temps. Donc c'est un peu comme si cette caisse contrôlait la pastille, comme s'il y avait un lien invisible de déplacement entre la petite pastille et la caisse. Alors, je vais essayer d'effacer tout ça. Tac, 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 tac. Ok. Et on pourrait se dire, tiens, c'est marrant parce que vu que dans la caisse orange à droite, il y a un trou de forme plus, si ça se trouve, je peux attraper la caisse orange avec la pastille bleue, et en déplaçant la caisse bleue, je peux déplacer la pastille bleue, donc déplacer par la même occasion la caisse orange. Et voilà, le niveau est très simple, il suffit d'amener les deux caisses en même temps sur les sorties, qui permet de terminer le niveau. On a un petit bruit de validation, une petite récompense, on peut pas tant faire d'animation dans Puzzle Script, c'est un jeu qui est vraiment basé sur de la logique pure, qui permet des limitations pour justement se concentrer sur le game design. Mais on peut jouer un petit peu avec des petits rewards sensoriels, avec notamment des petits sons 8 bits très simples. Mais c'est simple, mais c'est quand même important. Ça permet de faire une petite tape sur l'épaule du joueur en mode c'est bien, continue, t'es sur le bon chemin. Ici, d'un point de vue logique, c'est exactement la même situation. C'est juste que je viens renforcer visuellement l'idée avec une contrainte en plus. Au lieu de déplacer la caisse juste horizontalement, on va avoir aussi un déplacement vertical. Avec une sorte de symétrie dans le niveau, où du coup l'espace en bas pour la caisse orange est le même que l'espace du haut, donc il y a une forme de symétrie. Le placement de la pastille est par rapport à cet angle-là, il est dans le coin, au même endroit, donc du coup il n'y a pas de charge mentale pour le joueur. Genre il y a une correspondance 1 pour 1, 1 pour 1, 1 pour 1 dans le placement de la pastille bleue. Donc ça permet de se dire, tiens, en fait, je peux aller chercher la caisse orange dans le coin à gauche et l'amener dans le coin à droite. Voilà, c'était un niveau qui était très simple, mais qui vient montrer aux joueurs qu'on va vraiment jouer sur un espace 2D avec des déplacements horizontaux et verticaux. Mais voilà, il y a un sentiment de progression et d'incrémentation entre chaque niveau dans la complexité. Ok. Et la manière dont j'ai conçu chaque niveau, à chaque fois, j'ai ajouté un élément. Je me suis dit, tiens, ok, maintenant que j'ai enseigné les mécaniques de base aux joueurs, qu'est-ce qui se passe si on a une caisse bleue avec une pastille bleue, mais deux caisses oranges? Et ça me donne ce niveau-là. Donc là, on voit que la caisse bleue déplace la pastille bleue, et si je déplace une caisse orange, il ne se passe rien, parce qu'effectivement, il n'y a pas de pastille orange dans le niveau. Donc, je comprends qu'il va falloir que je positionne deux caisses sur les trois sur les petits carrés noirs, parce qu'il n'y a que deux carrés noirs, donc il y a besoin d'utiliser que deux caisses sur trois. A priori, je comprends que cette caisse-là, je suis obligé de l'amener ici. Parce que je ne peux pas, vu qu'il y a un mur ici, je ne peux pas amener une des caisses ici. Donc pour ce faire, il va falloir que j'utilise cette pastille bleue, donc que je déplace la caisse bleue. Donc, a priori, je peux aller chercher la caisse orange, la faire descendre,
commencer à l'amener à droite. Mais si je pousse la caisse bleue tout à droite, la caisse orange va être bloquée contre le mur, donc je ne peux pas la contourner de ce côté-là. Et je ne peux pas non plus amener la caisse bleue ici, parce que je vais faire déplacer la caisse orange. Donc, il faut que je trouve une autre façon de faire. Donc je restart le niveau, et la solution est très simple. Il suffit de commencer le déplacement de la caisse bleue, amener cette caisse orange ici, et voilà. Encore une fois, j'ai été purement théorique, simple, un peu scolaire. Je me suis dit, ok, maintenant, comment créer un niveau où il y a une pastille bleue et deux caisses bleues et une caisse orange. Donc il n'y a pas encore de pastille orange. Je ne veux pas commencer à introduire cette mécanique-là. Je vais continuer à explorer ce qu'il est possible de faire avec mon concept de base avant d'aller trop loin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on a deux caisses bleues? Et bien en fait, la pastille bleue est toujours dépendante des mouvements des caisses. D'accord? Mais en fait, que je déplace cette caisse ou celle-ci, eh bien, la pastille bleue va se déplacer. Donc là, le but, c'est de réussir à faire se déplacer la pastille bleue comme ceci, pour récupérer la caisse orange et l'amener à son point final. Et comment je vais faire ça? Eh ben, je me rends compte qu'il y a une caisse ici qui peut se déplacer verticalement ici ou là, et cette caisse-là qui peut aussi se déplacer verticalement ou horizontalement. Donc je vais devoir jouer sur ce double paramètre. Hop là, je fais n'importe quoi avec mon outil de dessin. Ok. Aussi cette petite flèche que je dois enlever. Ok. Et la solution est de commencer à attraper horizontalement la caisse orange afin de l'amener ici. Voilà. On a une variante avec toujours la même idée, où on a deux caisses bleues, une pastille bleue et une caisse orange. Donc c'est le même concept, mais la réalisation est différente, parce que je pourrais faire ça, et amener la caisse orange ici, et la caisse bleue ici. Donc j'ai bien positionné deux caisses sur deux carrés noirs. On va les appeler les sorties. C'est les sorties pour les caisses, ou les boutons. On va appeler ça des boutons. Sauf que maintenant, en ayant fait ce schéma-là, cette réalisation, la caisse orange n'est pas positionnée sur son bouton. Donc il faut trouver le moyen de faire... Pour le moment, on n'a pas d'autre choix que de faire descendre verticalement cette caisse-là pour faire descendre verticalement le pins. Alors, je me perds un petit peu dans mes raccourcis clavier. J'ai pas le meilleur outil du monde pour dessiner, mais ça viendra. Hop. Et en fait, il faut aller chercher cette caisse-là pour l'amener jusqu'au bout ici, pour avoir un rapport 1 pour 1, vu qu'on a la pastille qui est située verticalement au même niveau que cette pastille, que cette caisse bleue, on comprend intuitivement que l'on doit faire ceci. Ok. Je vais commencer à jouer un peu plus vite. Le but n'est pas tant d'expliquer la solution de chaque niveau. Je vous laisse faire le jeu pour vous amuser et découvrir les solutions à chaque niveau. C'est plus pour montrer comment je m'amuse avec ce concept. Donc les niveaux précédents, j'avais une pastille bleue et deux caisses bleues. Ici, je fais l'inverse. Là, j'ai deux pastilles bleues, une ici, et une caisse bleue. Donc en fait, on comprend que j'ai une seule caisse et un grand espace vide de manipulation, parce que mon personnage, vu qu'il y a un mur ici, il ne peut pas accéder à cette zone-là. Eh bien, je dois me débrouiller pour aller positionner les deux caisses orange sur leur sortie. Et donc, la solution, c'est de faire quelque chose comme ceci. Ok. Là, on a
on a l'introduction de la pastille orange. Et du coup, ce niveau-là, il y a 3 couloirs séparés, un peu comme si on avait été habitué pour le moment à voir le personnage qui peut se déplacer dans sa zone, dans sa pièce, dans sa room, et une autre room pour le déplacement des pastilles et des caisses. Sauf que maintenant, il y a 3 rooms. Donc c'est une manière de dire aux joueurs, il va falloir penser de manière récursive, un peu comme si les caisses pouvaient être l'équivalent de personnages qui permettent de déplacer d'autres pins et d'avoir une sorte de logique en cascade. Donc, a priori, on a cette caisse qui va déplacer ce pins peut attraper cette caisse qui va déplacer ce pins qui peut attraper cette caisse pour positionner la caisse sur le bouton. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, voilà. Donc là, j'ai attrapé la caisse orange, et si je déplace ma caisse bleue vers la gauche, ça va déplacer mon pins bleu, donc qui va déplacer la caisse orange puisqu'elle a été attrapée, donc va déplacer le pins orange pour déplacer cette caisse bleue ici. Voilà. J'ai oublié un petit bout du dessin ici. Tac, 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 tac. Et là, on a une petite surprise, puisque j'ai beau déplacer ma caisse bleue le plus à droite, on a la sensation d'un bug, on a cette caisse-là qui ne se déplace plus. Mais c'est tout à fait normal. Si je fais des CTRL Z et qu'on voit ce qui se passe, on a cette caisse orange qui est contre un mur. Donc même si je déplace ma caisse bleue qui va essayer de déplacer le pins est bloqué, puisqu'il est contre un mur, il ne peut pas traverser le mur, donc la caisse orange ne va pas bouger, donc le pins orange ne bouge pas et la caisse bleue ne bouge pas. Donc il faut réussir à coincer la caisse bleue du bas, vers la gauche, et recommencer notre manipulation. Là, on commence à rentrer dans un niveau qui n'est plus un niveau d'apprentissage de nouvelles mécaniques pour le joueur, mais c'est un niveau de test, où c'est un niveau qui va vérifier si le joueur a bien compris les règles. Donc on va rajouter plus d'éléments pour avoir une légère complexité, pour pousser le joueur à sortir très légèrement de sa zone de confort, donc d'être dans une difficulté légèrement au-dessus de ce qu'il a pu avoir avant. Donc ça crée une sorte d'état de flow. C'est pas un niveau qui va paraître insurmontable, c'est pas un niveau qui va paraître non plus trop facile. C'est un challenge qui est juste à l'étape au-dessus, juste au-dessus de ce que le joueur peut conceptualiser par rapport à ce qu'il vient d'apprendre. Donc ça donne un sentiment d'apprentissage, de dépassement de soi léger, sans que le joueur lâche la manette parce qu'il va se sentir submergé par un flot d'informations trop conséquent. Il peut y avoir un petit moment de peur, genre oh là là, putain, il y a plein d'éléments dans l'écran, ça fait un peu peur, mais finalement, en fait, c'est assez facile. Il y a juste la caisse bleue qui ne peut déplacer que 2 pins, et en fait, il faut juste attraper, grâce aux pins bleus, les 2 caisses oranges, et maintenant, en fait, en déplaçant ma caisse bleue, je déplace mes 2 caisses oranges, qui sont, elles aussi, comme des modifieurs du pins orange, et donc du coup, on a un espace de déplacement vertical et un espace de déplacement horizontal pour le pins orange. Donc c'est un peu comme si la caisse bleue permettait de jouer sur le déplacement vertical et horizontal des 2 pièces des caisses. Il faut bien attraper les deux, puisqu'en fait, on a besoin du déplacement vertical et horizontal pour pouvoir amener cette caisse bleue sur son pins, sur son bouton, pardon. Ok. Ok. Donc, après ce niveau de test de connaissance, on a de nouveau un niveau d'introduction d'une nouvelle mécanique. Ou plutôt d'un nouvel élément, puisqu'en fait, la mécanique, on la comprend, on la connaît déjà. On a juste l'introduction d'un nouvel élément de récursion qui est l'introduction d'une caisse blanche et de son pins blanc. Donc en fait, là, c'est même pas l'introduction d'un nouveau monstre ou d'une nouvelle arme s'il s'agissait d'un jeu d'action de type FPS.
Donc il n'y a pas besoin d'introduire une nouvelle conception supplémentaire, c'est juste une variante, une incrémentation du même concept. Donc on a notre personnage. Si on se déplace sur un pins, on ne peut pas déplacer le pins. Donc ce niveau-là est aussi là pour montrer que le joueur n'a pas ne peut pas déplacer les pins à la main. D'ailleurs, c'est pas logique ça. Ok, peu importe. C'est la règle que j'ai introduite pour le joueur. Ça aurait été plus intuitif que le joueur, vu qu'il c'est un bloc, il aurait dû pousser les pins aussi. Ce qui aurait donné naissance à un autre jeu. Mais vu que je voulais en faire un jeu court, je voulais simplifier, éviter d'avoir trop d'interactions potentielles pour garder le scope du jeu un peu court. Ok. Donc si je déplace ma caisse, qui déplace son pins bleu, et je le positionne ici, eh ben, je force le joueur à comprendre que une caisse bleue, si on la déplace, ne va pas déplacer le pins qui est au-dessus d'elle. C'est juste les pins qui attrapent les caisses, pas l'inverse. Voilà, comme ceci. Par contre, cette fois-ci, si je déplace la caisse bleue, ça déplace aussi la caisse blanche. Mais si la caisse blanche se déplace, c'est parce qu'elle est attrapée par un pins orange. Parce que la caisse blanche se déplace, parce qu'elle est attrapée par le pins bleu de la caisse bleue que je déplace. Donc là, on a une forme de récursion à tiroir qui permet de déplacer toutes les caisses jusque sur le bouton. Ok, évolution du concept. Donc ici, après avoir eu l'introduction de la nouvelle mécanique, on a un test de connaissance. Le joueur peut être tenté d'essayer de jouer ici et de déplacer les éléments. Ok, il est un peu perdu, ça ne marche pas. Par contre, il peut se rendre compte que si la caisse blanche, orange ici, vient pousser la caisse blanche, celle-ci se déplace et va déplacer le pins blanc qui est associé également. Donc si je fais ça, effectivement, le pins blanc s'est déplacé et a attrapé la caisse orange. Je restart le niveau, la solution est très simple. Il faut juste déplacer la caisse bleue à gauche pour déplacer la caisse blanche, la caisse orange du bas, pousser la caisse blanche, attraper la caisse orange du haut pour la positionner sur son bouton. Ok. Ici, on a un peu moins d'éléments. On a toujours le même nombre, on a toujours le même type d'éléments, à savoir du bleu, du orange, du blanc. On a moins de caisses, c'est juste le layout du level design est légèrement différent. Et ici, le but du niveau est de montrer aux joueurs que si je déplace ma caisse orange, parce qu'en fait si j'essaie de déplacer tout de suite ma caisse bleue, on se retrouve dans une situation impossible à résoudre. Donc il faut commencer par déplacer horizontalement ma caisse orange. Et en déplaçant la caisse orange, je déplace mon pins orange qui peut pousser lui aussi le pins bleu. Et ça permet d'attraper, grâce au pins bleu, la caisse orange pour la déplacer vers le bas. Attention à ne pas aller trop bas, parce qu'il faut ramener la caisse orange à gauche. Donc on fait un petit chemin comme ça, d'aller et retour, pour terminer le niveau. Et ici, c'est la variante inversée où si je déplace cette caisse bleue jusqu'au bout, on se rend compte que on peut pousser le pins orange parce que le pins bleu pousse le pins orange. Mais si on est malin, parce qu'en fait la caisse bleue ne peut pas se déplacer verticalement parce qu'il n'y a pas l'espace en bas. Et on pourrait se dire, tiens, on peut peut-être pousser la caisse bleue vers le haut, utiliser le fait que la caisse blanche ne puisse pas aller trop haut pour la bloquer afin de la redescendre un peu jusque là, mais en fait on est coincé. Parce qu'il n'y a, dans tous les cas, pas l'espace nécessaire pour la caisse bleue d'aller en bas, puisqu'elle est déjà située tout en bas du niveau. Donc en fait, l'astuce consiste à décaler légèrement
le pins orange grâce à la caisse orange pour venir pousser le pins bleu grâce au pins orange pour prendre sa place et ainsi attraper la caisse blanche avec le pins orange pour utiliser la verticalité présente dans le niveau pour déplacer la caisse orange et terminer le niveau. Voilà. Et on va terminer avec les deux derniers niveaux qui sont des niveaux non plus, donc de la même manière, non pas des niveaux d'apprentissage de nouvelles mécaniques. On a vu tout ce qu'il fallait comprendre et c'est des niveaux, on va dire, vraiment de test de compétences et de compréhension du joueur. Là, le seul espace où le joueur peut se déplacer, c'est cette room là. On peut essayer de déplacer les éléments pour essayer de positionner les deux caisses orange et blanche sur leurs boutons respectifs. Et l'astuce ici est de trouver le moyen de mettre en phasing, en quelque sorte, ces éléments-là. Cette caisse blanche avec son pins blanc pour que on les décale tous les deux vers la droite pour qu'ils soient positionnés là et là. Et en fait, il faut que le pins blanc puisse attraper cette caisse orange pour la ramener ici en même temps que la caisse blanche. Donc en fait, si on utilise trop tôt la caisse orange ici, on est coincé parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, on va avoir la caisse orange qui est trop loin de la caisse blanche. Pareil, si j'essaie de prendre cette caisse orange-ci trop tôt, ça peut être utile parce qu'en fait, on peut se dire qu'en déplaçant cette caisse orange, je vais attraper ce pins qui va me permettre d'aller attraper la caisse blanche. Et si je le fais trop tôt, ça attrape la caisse orange du bas trop tôt. Car elle va être trop éloignée du pins blanc et ne sera pas attrapée par le pins blanc. Donc l'astuce consiste à aller attraper cette caisse orange en premier et éviter que le pins bleu aille trop tôt vers la gauche. Donc en fait, on va faire une sorte d'aller-retour ici, afin d'attraper la caisse orange du bas avec le pins blanc et de terminer le niveau. Et le dernier niveau, il fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour que le joueur puisse se tromper. Mais la réalisation est assez simple. On comprend qu'on a dans notre room ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Ok. J'ai tout cassé. Ok. Pardon. Vous avez pu voir mon beau fond d'écran. Ok. Donc, on a ici la caisse blanche, la caisse orange, la caisse bleue qui permet de contrôler le pins bleu, orange et blanc pour attraper les caisses qui sont chacune dans leur room. Et donc le but, c'est de positionner chaque caisse sur leur bouton respectif. Parce qu'il n'y a pas de point de passage entre les rooms, il n'y a pas de couloir. Et la solution, finalement, elle est assez simple. On commence par attraper chacune des caisses avec leurs pins. Et ici, le joueur peut se perdre un peu, il peut faire un peu des tests comme ça. L'astuce, c'est juste d'amener ça ici, de décaler un peu tous les éléments. Attendez, je me suis trompé. Tac. Sur le même espace horizontal. Et maintenant, je peux déplacer chaque élément en même temps sur leur sortie.
Et voilà. Euh, je pensais pas que la vidéo allait être aussi longue, il y avait beaucoup de choses à expliquer, mais j'avais vraiment envie de montrer qu'il était possible de faire un jeu intéressant, qui dure quand même un certain nombre de niveaux, alors que les règles sont vraiment élémentaires. Pardon. Et quand j'ai montré au début, il y a une quinzaine de lignes de code, parce que j'ai dû coder à la main le comportement des caisses et pins orange, bleu et blanc. Mais finalement, presque la règle se résume en deux règles. C'est les pins de couleur sont accrochés, ou plutôt le déplacement des pins dépend du déplacement de leur caisse de couleur respective. Et un pins peut s'accrocher sur une caisse et lui permettre de se déplacer. Point. C'est presque... Il y a deux règles. Il y a... Ouais, c'est comme s'il y avait deux règles. Si c'était un jeu de plateau et qu'on avait le manuel, ça tiendrait en deux phrases, quoi. Donc je suis vraiment content d'avoir réussi à trouver une idée de jeu d'énigmes qui soit aussi minimaliste et simple. Et, je crois que mes jeux préférés d'énigmes suivent à cette philosophie. C'est le cas de OOOO, c'est le cas de The Witness, c'est le cas de Portal. C'est des jeux qui ont des mécaniques tellement simples, à la limite du simpliste, qu'on pourrait se dire, mais c'est un peu ridicule, quoi. J'aimerais bien un truc un peu plus fourni, un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Mais en fait, grâce au principe d'émergence, qui est même presque une propriété inhérente de l'univers, ben en fait, c'est même pas le programmeur qui a besoin de coder des trucs en plus. Le jeu, il apparaît naturellement à partir de règles simples. Et presque le travail du designer, c'est pas de prouver qu'il est capable de créer beaucoup de complexité et de coder 1000 lignes de code. C'est au contraire, avec moins de code, faire un jeu tout aussi intéressant et riche. Et je suis pas programmeur à la base, moi je suis graphiste. Et je trouve que cette philosophie, elle peut se retrouver de la même manière dans d'autres domaines, quoi. Par exemple, si tu fais un tableau avec juste deux ou trois couleurs, tu peux signifier beaucoup, plutôt que d'utiliser une palette de couleurs trop large et de te perdre, tu peux signifier beaucoup. Pareil, si tu es architecte et que tu veux faire un bâtiment complexe, avec juste quelques formes imbriquées qui se superposent, tu peux créer des nouveaux espaces qui naissent de l'imbrication de formes simples. Euh, T'es sculpteur, bah, tu peux prendre un bloc cubique et puis creuser des formes sphériques à certains endroits. Et vu que tu penses forme négative et espace vide dans une forme pleine, tu as une forme complexe qui naît de l'imbrication de trois ou quatre formes basiques. Et c'est une propriété qui est vraiment qu'on peut retrouver partout. Et je trouve ça assez passionnant. Et voilà, j'avais envie de partager cette notion-là. Donc voilà, j'espère que ça peut vous inspirer dans les domaines de votre vie. Ça peut même être dans votre travail, dans votre vie quotidienne, dans votre relation sociale avec vos amis, j'en sais rien. Je crois que c'est quelque chose qui est très large et assez universel. Et, euh, et voilà, c'est pas limité au jeu d'énigmes. Bon bah voilà, je pense que j'ai déjà fait un bon tour. Là, j'ai beaucoup présenté des jeux que moi j'ai réalisés. J'ai très envie de continuer cette exploration et ce partage de game design avec de futurs jeux d'énigmes peut-être un peu plus connus. Je parlais de Portal, je parlais de The Witness, je parlais de voilà d'autres jeux d'énigmes. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de. C'est une sous-niche dans une sous-niche, il y a tellement de choses à voir, mais c'est ça qui est passionnant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Gros bisous. Salut.